Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify. Bienvenue, chers auditeurs, dans ce Single Cast, le podcast qui parle de rhum sans gueule de bois. Une dernière émission pour cette saison 2019-2020, un peu particulière, avec tous les événements qu'il y a eu pendant cette année. N'empêche que j'y suis toujours avec mes chers acolytes, Roger Caroni, Géry Gitani et Laurent Cuvier. Messieurs, comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Parfait. Voilà, comme les autres. Comme les autres. Alors, cette dernière va être un peu particulière parce qu'on va parler d'un sujet qui nous tient tous très à cœur, un membre de l'équipe plus que d'autres, je pense. On va parler aujourd'hui de Caroni. Ces quelques lettres, ce mot qui nous évoque tous quelque chose, et pas que la vie personnelle de notre cher Roger. Vous, ça vous dit quoi ? Quand je vous dis Caroni, est-ce que ça vous évoque quelque chose, là, d'emblée, le premier truc qui vous vient à la tête ? Pétrole. Pétrole. C'est bon. C'est bon ? Moi, j'avais goudron, mais ça marche voilà. aussi. On n'était pas loin l'un de l'autre. C'est ça. On reste dans l'esprit routier. Justement. Surtout que routier, chez nous, ça ne veut pas dire pareil. Hein. Non, ça ne veut pas dire pareil. Ah ouais. Justement, en parlant de Caroni, on va tout d'abord donner la parole à notre cher Roger Caroni, qui a quelques news pour nous, et qui, je pense, va en prendre quelques-unes pendant toute l'émission, donc ça va être bien. On va s'amuser. Aujourd'hui, on se paye ta tête, comme ça tu le sais. C'était le principe du Belge dans l'émission, de toute façon, à la base. Exactement. Voilà. Il fallait bien que ça serve. Bon, alors, niveau news, j'avais dit la fois passée que Plantation n'avait rien à dire. Cette fois-ci, non plus. Donc, du coup, ils ont trouvé un truc. Ils vont changer de nom, vu le contexte actuel, principalement aux US. Donc, le terme plantation aurait une connotation un petit peu liée à l'esclavagisme et toutes ces choses-là. Donc, pour le moment, ils sont en train de réfléchir à changer de nom pour le marché américain dans un premier temps. Et peut-être, globalement, dans un deuxième temps. Donc, à voir. Mais bon. Donc, Est-ce qu'il y aura des cuvées plantation en conversion, quelque chose Alors là, on verra. Une idée. Ok. En transition de nom. En transition, plantation en transition. Tu sais, comme Nesson avait fait pour le bio, comme ça. Ouais, eux, c'est en conversion. Là, c'est comme c'est le nom, c'est en transition. C'est en transition. Ouais. Voilà. On verra ce qu'ils vont trouver. Mais bon, voilà. A1710 qui revient avec sa perle canne rouge bio millésime 2020. On dit millésime, mais c'est pas vraiment un millésime, mais bon, ça reste quand même une récolte 2020. Voilà, ouais. On peut pas dire millésime sur des blancs, mais bon, ça veut dire pareil. Et en France, j'ai vu qu'un nouvel embouteilleur arrivait, donc ça s'appelle Famille Ricci, oui, j'imagine que c'est Ricci qu'on dit. Donc ils se lancent dans le grand bain, mais uniquement avec des assemblages. Donc ils sont partis du principe que le single cask, tout le monde en faisait, et donc ils voulaient miser sur la qualité des assemblages. Donc il y aura du Trinidad Jamaïque, Australie Jamaïque et Guyana Guatemala, et je pense qu'il y a un autre aussi qui sera un petit peu sucré, qui est prévu plus pour le tout venant, entre guillemets. Ça reste quand même original comme embouteillage, enfin comme assemblage, pardon, Australie, Jamaïque. Oui, du coup, j'imagine qu'ils vont voulu faire des trucs un peu moins classiques, parce que tout le monde a son assemblage Neverland classique, donc tu vois, j'imagine qu'en rentrant sur le marché, ils ont quand même un petit peu regardé ce qu'il y avait déjà de base. Donc voilà, donc ils jouent sur le travail d'assemblage. Il y a partie de leur cuvée qui s'appelle Dynasty, donc je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais entendu ces gens-là, mais j'imagine qu'il y a quand même un léger rapport avec les spiritueux et la région de là où ils étaient. Sauf que c'est dans le sud de la France, non ? C'est pas du côté de Toulouse ou Marseille ou... Du côté de Nice, je crois. Ouais. Très au sud, Nice ou Cannes, je ne sais plus. Ouais. Donc voilà, donc là ça arrive pour le moment, je pense, donc... À l'occasion, si quelqu'un goûte, il nous en parlera la prochaine fois. Et donc, on va sortir 3 cuvées uniques, en fait, pour 3 pays, la Belgique, la France et Andorre. Et le but est de verser à chaque bouteille 3 € pour une association qui va soutenir la gastronomie dans les 3 pays respectifs. Et ce sera rhum blanc, canne bleue. Ça sort là. C'est le même rhum dans chaque pays. Je pense que c'est le même rang dans chaque pays, en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait une étiquette avec un puzzle, machin bazar, avec un petit drapeau, donc c'est joli, ça peut être sympa. L'oncto en blanc, c'est toujours top, donc je pense que je vais me laisser tenter dès que le truc sort chez nous. Pour une fois qu'on a une cuvée aussi pour la Belgique, donc... ça va plaire aux collectionneurs.
Aussi. C'est vrai que l'Oncto est des fois un petit peu touché aussi par la collectionnite, tellement il y a de trucs différents. Mais on ne sera pas dans le même trip que la série Porsche. Je pense que c'est plus accessible. Ouais. Et plus réduit aussi. Donc voilà, ça c'est les 4 news que j'ai vues depuis la semaine passée. Maintenant, si j'ai loupé quelque chose, allez-y. Mais bon, je ne pense pas avoir loupé grand-chose d'autre. Non, je ne pense pas non plus. Mais en tout cas, merci beaucoup. Donc pour revenir au sujet du jour, Caroni, avant de parler de Caroni et de parler de tout ce que ça a pu engendrer dans le monde du rhum jusqu'à présent et surtout ces 15 dernières années, on va peut-être demander aux grands sages de nous expliquer ce que c'est Caroni pour les plus néophytes de nos auditeurs et nous-mêmes, et pour qu'ils puissent éventuellement nous expliquer tout ça depuis le début. Géry Gitani, on t'écoute. C'est moi le grand sage alors. Donc. Alors, il n'y en a pas d'autres dans la pièce, donc je pense que c'est toi. Ah non, c'est sûr. Oui. Des grands, il y en a, des sages, beaucoup moins. Alors, effectivement, Caroni, donc on parle beaucoup de distillerie Caroni. Bon, il faut savoir que la Caroni était avant tout une sucrerie qui a été fondée en 1918. En 1918, création donc de Caroni Sugar Estates. Et moi, je pense que la distillerie, elle, a commencé... Comment ? À Trinidad. À Trinidad, oui. À Trinidad, je ne l'ai pas précisé. À Trinidad, qui est l'île qui se situe le plus au sud de l'arc antillais. Et donc, moi, je pense que la distillerie, elle a commencé à fonctionner en 1923. Peut-être que M. Caroni, qui est ici présent, va me corriger par la suite. J'étais pas né. Ah bon ? Voilà, donc Caroni va distiller, la distillerie va distiller à partir des mélasses que produit la sucrerie Caroni. Et les distillations à cette époque-là se font en pot still, très exactement cast iron steel, donc des rhums très lourds dès le départ. En 1937, il y a une compagnie, une société britannique qui s'appelle Tate & Lyles, qui va racheter la sucrerie. Et là, bon, ça va s'appeler Caroni Limited Partners, Sugar Manufacturers and Distillers Trinidad. Donc, très long nom, difficile à retenir. Et la même année, ils rachètent d'ailleurs une autre plantation qui s'appelle Waterloo. Waterloo, en belge, je ne sais pas comment Roger nous dira après. On dit Waterloo. Qui va faire partie donc de la Caroni Estate. Ça, c'est donc 1937. Et en 1943, Caroni va se munir d'un coffee still en bois, donc similaire à celui qu'il y a chez Demerara. Les rhums seront assez proches à cette époque-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de l'écho, non ? Excusez-moi. Un petit peu. Ouais, un petit peu. J'entends aussi un peu d'écho, ouais. Désolé pour les auditeurs. Et en 1945, ils vont acquérir un alambic entièrement en cuivre. Donc, pendant toute cette période, la production est vendue essentiellement en vrac. Ce qui fait que sur place, les Trinidadiens ne connaissent pas la marque Caroni en fait, en tant que rhum. Voilà. Ensuite, ils vont racheter Bront Estates en 66, plus Esperanza Estates. Donc, en fait, petit à petit, ils rachètent la plupart des plantations de sucre. Et c'est vraiment la sucrerie de l'île. Donc, il y a une activité très importante qui emploie énormément de monde sur l'île. Bon, on va voir par la suite comment ça va se passer. Et donc, c'est en 1970 que Tate & Lyles va revendre à l'État trinidadien donc une partie donc des actions, et l'État trinidadien va devenir majoritaire. Et donc pendant toute cette période, donc on a donc des distillations qui sont essentiellement pot still. C'est en 1979, ils font l'acquisition d'une multicolonne. Et donc à partir de 80, ils vont produire du rhum un peu plus léger en colonne. Voilà, donc en 1984, il y a même un coffee still alambic en fonte qui est mis de côté. Enfin, toutes les alambics à repas sont mis de côté à partir de 84, pour résumer un peu rapidement.
Et donc la distillerie va fonctionner jusqu'à 2023 en fait, hein, puisque c'est la fermeture officielle. 2003, pardon, ouais, excusez-moi. 2003. Non, elle va fonctionner encore 3 ans. 2000 et 2003 fermeture donc de la distillerie. Il y a 9000 employés directs qui vont être licenciés, mais ça a une répercussion sur l'île, sur l'économie de l'île, puisque c'est la sucrerie surtout qui était qui employait énormément de monde. Et donc avec, on va dire, les emplois induits, c'est à peu près 35% de la population de l'île qui est touchée à l'époque. C'est ça, pour montrer un peu l'importance de l'industrie sucrière à Trinidad. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Donc là, je pense que vous allez peut-être compléter, parce qu'on parle de nombre de fûts qui restaient, par exemple en 2008, 5000 fûts. Ce que je voulais dire, c'est que pendant que la distillerie était fumante, en fait, on connaissait pas Caroni. Hein. Ce n'est qu'à sa fermeture, en fait, grâce à des négociants européens qui ont racheté les stocks qui existaient, que la marque a vraiment... et puis bon, on peut le dire grâce vraiment à Vellier, à la maison Vellier, grâce à Luca Gargano, en fait, que Caroni est devenu vraiment une marque de rhum, on peut dire. Et a eu vraiment un gros succès grâce à Luca Gargano. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faisait que principalement du rhum pour les assemblages. Voilà, c'était un rhum qui était produit en vrac, qui était exporté essentiellement en Angleterre, en Allemagne, pour la plus grosse partie. Il y avait une toute petite consommation locale de Caroni, mais c'était surtout pour la vente en vrac, effectivement. Ouais. Ils ont essayé de faire un Caroni dans les années 40 avec Ten Line, mais c'est quasi à des seuls embouteillages. Il y en a eu quelques-uns comme ça. Je me souviens qu'il y a eu un blanc aussi, mais qui était... Oui, il y a eu plusieurs blancs, même en tout. Il y a eu 6 ou 7. Un peu affreux. C'était un truc qui pétait vraiment grave. 70%, c'était quand même un peu chaud à boire. Mais oui, sinon, sur l'île, effectivement, Caroni n'était pas spécialement consommé et n'était jamais destiné à être consommé pur non plus, je pense. Non. Les habitudes locales, c'était un peu comme en Jamaïque, d'ailleurs, c'est avec du soda ou avec... voilà. C'était plus... Ou des rhums un peu comme qu'on appelle rhum arrangé maintenant, mais c'était bu pur très très peu. Oui, là, comme on déguste les vieux Caroni qu'on peut trouver à gauche, à droite, c'était pas prévu spécialement pour ça à la base, ça c'est sûr. Ouais. Parce qu'à la base, c'était pas la mode non plus de boire les rhums comme on les consomme aujourd'hui. Aussi. C'est-à-dire que tout ce qui était brut de fût, etc., à l'époque, ça n'était tout simplement pas la mode, et donc c'était pas fait pour. Alors depuis, il s'est passé pas mal de choses. Donc au début des années 2000, la distillerie ferme. La partie distillerie, juste avant la fermeture, est rachetée par Angostura, donc qui est aujourd'hui la dernière distillerie de l'île de Trinidad. Et le reste de stock de fûts sur place, donc découvert par Luca Gargano, de chez Vellier, qui... Enfin, entre autres, il n'y a pas que lui. Entre autres, pas que lui, mais... Découvert, c'est un grand mot. Ce qu'il y a, voilà, c'est ce qu'il raconte. C'est la légende. John Barrett de Bristol était en même temps que lui au courant, et a racheté une grosse partie des stocks en même temps que lui, en fait. Laissons une partie de magie dans cette histoire, d'accord, s'il vous plaît. C'est une légende. George Bobin. Oui, d'ailleurs, pour être précis, il y était allé, il avait évidemment un chapeau, un lasso, enfin un fouet. Il s'est engouffré par un petit tunnel, il était poursuivi par un rocher qui lui roulait derrière. C'est ça. Il s'est écarté comme ça. Au fond, il y avait une sorte de plateforme avec un singe en or. C'était compliqué, hein, mais apparemment, c'est une vraie aventure en tout cas. J'ai l'impression qu'ils ont même adapté un rocher. C'est un foudre de 5000 litres de Caroni 64. Oh punaise, ça te touche, tu brûles. Ah oui. Mais bon, oui, après, ça a été un petit peu... On voit du Caroni partout. Il y a la caronite généralisée depuis quelques années. Alors, on retrouve pas mal d'embouteillages Caroni par un grand nombre d'embouteillages indépendants à des prix aujourd'hui complètement fous. Cher. Voilà, cher, fou. Ça va encore, comparé à certains whisky qui n'existent plus comme du Port Hélène. On reste dans des budgets. Allez, t'achètes un nouveau Port Hélène...
parce qu'il y a encore des Port Ellen qui sortent pour le moment, alors que la distillerie n'existe plus depuis 83. On est dans les 2-3 000 euros la bouteille. Oui, mais regarde, pas à ce niveau-là. Depuis 83, ça veut dire que le prix du Caroni aura le même prix que le Port Ellen dans 20 ans. Ouais, il sera même peut-être au-dessus, ouais. Enfin, on verra, mais... Voilà, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc voilà, à partir de là, il y a eu déjà un grand succès pour Vélier. Il y a eu tout le reste des embouteillages Vélier qui ont suivi cette tendance Caroni, parce que c'est un peu devenu le fer de lance au départ, qui après a amené à tous les autres embouteillages Vélier et également vers d'autres embouteillages indépendants. Je pense que ça a ouvert un peu le marché des embouteillages indépendants de manière générale dans le rhum. Où l'a mieux fait connaître en parallèle des distilleries, en fait. Et il y a également beaucoup de nouveaux embouteilleurs indépendants qui se sont créés suite à tout ça. Là, ces 5 dernières années, il y a énormément de nouveaux embouteilleurs indépendants. Alors, soit qui n'existaient pas, soit qui faisaient peut-être autre chose, du whisky par exemple, et qui ont commencé à faire du rhum parce que, à un moment donné, ils ont vu qu'il y avait de l'engouement, parce que il y a eu ce gros boom de Caroni. Alors, je ne sais pas, vous... Qu'est-ce que vous en pensez tout ça ? Quel effet ça vous a fait quand vous avez vu l'ampleur que cette chose prenait ? Parce que je pense que chacun d'entre nous l'a un peu vécu de son côté. Ouais. On a vu le truc démarrer il y a de ça peut-être une dizaine d'années. Comment vous avez vu la chose évoluer de votre côté ? Pour moi, déjà, ce que je déplore un peu, c'est le manque de clarté. Alors comme vous disiez, il y avait Barrett qui était là aussi, qui était dans les environs et au courant et qui a racheté une partie des stocks. Mais du coup, Vélier, eux, leurs fûts à eux sont restés là-bas. Du coup, vieillissement tropical intégral. Enfin, sauf là depuis très récemment. Ceux pour John Barrett, non, il les a rapatriés. Une partie a été envoyée au Guyana aussi. C'est extrêmement peu clair, je trouve, sur la vraie histoire, pour le coup, de ce qui s'est passé avec ces fûts, de qui a eu quoi, de qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et du coup, d'accord, il y a de la magie un peu qui entoure cette découverte avec le coupe-coupe dans la forêt, là. Mais... Ça embrouille quand même drôlement le truc. Alors c'est sûr que moi, écouter Lucas qui raconte son histoire, je l'ai fait plusieurs fois. Ouais, on s'y croit. Des heures, hein. On s'y croit, c'est cool. Mais c'est vrai que du coup, l'information, la vraie, sans qu'elle soit teintée de mystère et de légende, c'est compliqué, quoi. Et ça, je le déplore un peu parce que dans ces temps où on aime vraiment bien savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de la clarté et de la transparence, là, franchement, on n'y est pas, quoi. Je dirais quand même qu'on y est quand même un petit peu. Dans le cas de Vélier, il est quand même marqué à chaque fois quand il y a de vieillissement guyanais et Trinidad. Donc ça, c'est plutôt clair, ils le disent, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, c'est avec le stock de Caroni de Guyana et à des marqueurs un peu plus spécifiques. Et chez Bristol, c'est très simple, en fait. Il a tout rapatrié en 2009. Donc tout ce qui est avant 2009, c'est tropical. Tout ce qui est après 2009, c'est continental. C'est tout. Après, c'est qu'il ne l'indique pas sur l'étiquette. Ouais. Maintenant, est-ce que ça change vraiment grand-chose ? Non, mais je suis d'accord. Persuadé. Sur chaque bouteille et surtout sur les Véliers, c'est clairement indiqué. Eux, ils ont toujours, chez Bristol, c'est pas indiqué, mais est-ce que c'est un problème de savoir qu'à partir de 2009, ça reste en Écosse ? Moi, c'était vraiment, je faisais plus référence à la découverte. En 2002, ouais. Enfin, 2002, je sais plus quand ça a été redécouvert. La fermeture, c'était en 2002. Pas des produits eux-mêmes. Exactement. Mais je pense qu'il y a eu juste un curateur qui a revendu le truc, donc c'est resté dans le cercle très professionnel des brokers, c'est tout. Nous, on n'a pas accès à ce genre de choses, on n'a pas accès à ce genre d'infos. Il y a eu une vente aux enchères, il y a des gens qui ont acheté des lots, et je pense que c'est juste ça en fait. Donc, Caroni a été partagé en gros par Angostura, Bristol et Vélier. Je pense qu'il y a aussi certains fûts peut-être chez Cadenhead, je suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup chez Shear. Et la plupart des Caroni qui sortent dans des embouteilleurs autres que Vélier viennent souvent de chez Bristol en fait. Il y a eu 2-3 embouteillages allemands qui étaient magnifiques, ça vient de Bristol en fait. Je pense que c'est tout. Personne n'a acheté 3 fûts. C'est des gros lots à chaque fois. Des quantités énormes de fûts, parce que comme disait Jerry en 2008, il y en avait encore 5000. Ouais. Il faut dire les restes solides, quoi. Et je pense que le curateur n'était pas là pour commencer à dire qu'il veut son petit fût, quoi. Donc tout devait partir très vite. Oui, mais c'est ça. T'as raison. Je crois qu'Angostura en a pris une grosse partie.
Je pense qu'ils s'en servent pour certains blends, à mon avis. Oui, hein. On est d'accord. Parce que c'était le plus simple et c'était le plus logique. Hein. Ils étaient en face, entre guillemets. Bah oui, c'est ça. Et puis Bristol, quand on discute avec John Barrett, lui, il connaissait déjà Caroni avant que Caroni ne cesse. Hein. Donc, il y a plusieurs embouteillages Caroni qui datent des années 60, 69, je pense, chez Moon Import, par exemple. Il y a peut-être probablement des embouteillages qui s'appelaient Trinidad qui venaient de Caroni parce qu'à l'époque, on sortait de mettre le nom de la distillerie. Donc, il y avait quand même, c'était pas connu, mais dans le monde professionnel des brokers, je pense que la distillerie était quand même connue. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ce qu'il y a, c'est que dans l'inconscient collectif, Caroni, ça voulait rien dire du tout, quoi. C'est tout. Comme probablement Porte-Morand il y a encore 15 ans, quoi. Oui. C'est un peu le même. Et pour en revenir à ta question, Benoît, et sur cette envolée des prix, la collectionnite, etc., sur Caroni, c'était intéressant d'assister à ça. Alors, un peu en spectateur, un tout petit peu en acteur aussi, mais c'est vrai que moi, mon premier Caroni, je crois que je l'ai acheté j'avais regardé justement, je crois que c'était 2013, et c'était un des hangars, je sais plus, millésime 92. 94 je ou sais 92. plus. Ouais, ça doit être ça. Et je l'avais acheté, mais alors je vais être honnête, je l'avais goûté. C'était chez Arom à Paris. Je l'avais goûté et j'avais pas aimé. J'avais pas aimé, mais je me suis dit putain, c'est tellement étrange, c'est tellement atypique que je vais quand même en prendre une, histoire d'avoir ça, peut-être d'y revenir de temps en temps et tout ça. Mais je pense que c'est une des bouteilles qui m'a duré le plus longtemps. C'est-à-dire que c'était vraiment des Caroni, parce que Caroni, après on va y revenir, mais au niveau gustatif, c'est quand même très particulier. Et ça, c'était dans la veine des Caroni purs et durs, sans fruits, sans gourmandise. Tu avais juste les notes pétrolifères, caoutchouc, tout ce qu'on veut mettre derrière. Il y avait de la rose, étonnamment, mais ce qui amenait aucune gourmandise. Et du coup, c'était vraiment un des, c'est con de dire, mais pour moi, un des pires Caroni que j'ai bu. Mais c'est quand même le premier que j'ai acheté. Et après ça, j'avoue que j'en ai pas acheté des masses. Alors après, il y a eu des 96 qui étaient quand même bien meilleurs sur les derniers emboutteillages ou pas. Et du coup, j'en ai repris quelques-uns. Mais c'est vrai que de moins en moins, c'était attractif au niveau prix, quoi. Et c'était intéressant de voir, par exemple, sur certains sites italiens qui avaient pendant des années et des années des Caroni, mais même des très vieux, enfin des bouteilles qui maintenant sont hors de prix et complètement recherchées. Et ils les ont gardées pendant des années. Et un jour, je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à réaliser, et presque du jour au lendemain, c'était vide. C'est parti très, très, très vite. Ah ouais. C'est vrai que la tendance a été très rapide. Ouais. Parce que moi, je me rappelle à l'époque où ça coûtait encore 60 € la bouteille. Ouais, c'est ça. Comme Laurent, moi, quand j'avais goûté le 12 ans, la première fois que j'avais goûté, j'avais pas trouvé ça bon. Pareil, ouais. C'était pas dans mes critères de rhum, puisque les qualités du Caroni à ce moment-là, c'était le côté pétrolifère, goudron, tout ça. Comme on le sait bien, dans le roman agricole, c'est un défaut. Donc, c'était pas dans mes habitudes et j'avais pas du tout aimé. Et je me rappelle très bien que 1 an et demi après, il y avait déjà un buzz qui démarrait sur les réseaux sociaux, sur les premières bouteilles de Caroni. Et je me rappelle de clients qui voulaient du Caroni, et je leur demandais, mais quels sont vos goûts? Est-ce que vous avez déjà goûté? Non, mais j'ai vu sur Internet que c'était bien, donc j'en veux une. Alors, c'était des gens qui débutaient, qui avaient pas encore leur goût affirmé. Ouais, débuter avec du Caroni, c'est rude. C'est pour montrer à quelle vitesse la mayonnaise avait prise. Et c'est là que moi je dis que Luca Gargano est très bon, en fait. Parce qu'il a su mettre en avant ce rhum. Et je crois que c'est lui qui a fait la marque, en fait. Parce qu'avant, comme disait Roger, c'était connu par les professionnels, mais c'était pas connu dans même des amateurs. Voilà. Il a fait un travail de dingue là-dessus, ça c'est sûr, parce qu'à côté de ça, Bristol, qui avait une grande partie des stocks, a beaucoup moins communiqué, Tout à fait. Il sortait des bouteilles, mais c'était beaucoup plus anecdotique. Oui, il a vraiment fait le show autour de Caroni. L'ancienne école, il faisait ses produits, mais il n'en parlait pas. Luca a toujours été plus démonstratif aussi. Hein. Il faisait des savons, toute l'histoire, machin, blabla. Mais je me demande quand même,
parce que, comme tu disais, Jerry, voilà, les bouteilles au début, elles étaient à 50, 60 balles, même sur, par exemple, sur le hangar que j'avais acheté, là, c'était dans les 60 €. Et sur les sites italiens, enfin, tu vois, c'est resté pendant de nombreuses années. On en trouvait un peu partout à une époque. Et je me demande ce qui a déclenché ce truc. C'est-à-dire que, est-ce que d'un coup, il y a eu un surcroît de communication et de publicité de Vélier? Il y a l'explosion des réseaux sociaux aussi, des blogs sur le rhum, des groupes, tout ça, ça a joué énormément. Oui, parce que ça a été à l'époque de Barrett, un peu après. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Ça a été un peu après, justement, l'explosion des groupes, l'arrivée des différents Romfest aussi, qui sont arrivés aussi dans les années 2010, début des années 2010, et qui ont commencé à mettre tout ça en avant également. Ouais, après, ça a véritablement explosé. Aussi. Quand Luca fait une masterclass, on voit bien l'engouement des gens pour voilà, donc tout ça a fait que il a su mettre en avant sa marque. Après, quand on dit engouement, ça reste quand même Italie, France, Allemagne, Belgique, oui, bien sûr, Angleterre. On comprend. C'est-à-dire, ça commence un peu aux States, mais au final, la plupart des Caroni 2000 qui sont sortis là-bas ont été achetés par des Européens, hein, donc ça va pas se le cacher. Donc, ça reste quand même un succès commercial, mais assez limité d'un point de vue géographique. C'est vrai. C'est pas non plus un truc de taré que tout le monde peut, un peu au Japon, parce que Japon, Sagapo, ils aiment bien tout ce qui est bling bling, hein, donc surtout Sagapo. Mais c'est pas non plus un truc. On ne s'arrache pas du Caroni à Boston ou à New York. C'est vrai. C'est vrai, et à la fois, ça suffit d'avoir ce public-là européen, vu que tu n'as pas tellement de bouteilles au final. C'est ça, oui. Ouais. Et ça suffit pour faire monter les prix. Exactement. Alors, moi, de mon côté, comme à notre habitude maintenant, je vous ai préparé un petit quiz au sujet de Caroni. Alors, on va faire plus simple, c'est-à-dire que j'ai 5 questions à vous poser, et les 5 questions, ça ne sera pas à tour de rôle, c'est vous répondez dans la foulée, vous essayez de me donner la bonne réponse, et c'est le plus proche qui prend le point, tout simplement. Hein. Donc voilà, on va faire très simple. Allez. Et donc, je commencerai avec cette première question. Selon Luca Gargano, quelle est la date exacte à laquelle il a découvert les fameux fûts de Caroni à la distillerie? 2004, non? Je veux la date exacte. La date, c'est en décembre, le jour. 19 décembre 2004. Jusqu'au jour, celui qui peut me donner l'heure, c'est encore mieux, mais je prends jusqu'au jour. Oui. C'est le jour où il était à Port of Spain et il a rencontré une superbe Trinidadienne. Non, ça c'était la veille. À la distillerie. Ça c'était la veille. C'était la veille. Ça c'était la veille. J'ai pas la date. Moi j'ai en tête le 19 décembre 2004, mais bon. Ah, presque. Laurent? J'en ai aucune putain d'idée. Excusez mon vocabulaire. Le 9 décembre 2004. Ouais, c'est ce que j'ai dit, le 9. En Belgique, 19, ça veut dire 9. Hein. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, donc c'était le fameux 9 décembre 2004, date qui revient régulièrement, que ce soit dans les livres, sur les blogs, dans ses speeches, durant les masterclass, etc. La fameuse date où Luca Indiana Gargano a donc découvert la fameuse distillerie. Le 11 décembre, il n'y avait déjà plus rien. Je suis arrivé, c'était vide. Ah bah oui, il avait peu de choses hein, quand même. Hein. Pourtant, tu es arrivé avec ta carte d'identité Caroni pour dire c'est à moi. Voilà. Mais c'était à Trinidad que tu étais, t'es sûr? Bah oui, je rentrais de vacances et je reviens, boum, plus rien. Tu vois, c'est super embêtant. Quoi. Trinidad, c'est une petite ville en banlieue de Liège, en fait. C'est de l'autre côté de la Meuse, mais pour certains les joueurs, c'est déjà très loin. Hein. Alors, question suivante. Question un peu plus pointue pour le coup. Combien d'embouteilleurs indépendants ont à un moment donné commercialisé au moins une référence de Caroni? La 1000? Non, pas combien de références, combien d'embouteilleurs? D'embouteilleurs. Oui, mais c'est énorme. Hein. Non, mais il y en a beaucoup. Moi, au pif, je vais dire 50. 30. Jerry, t'avais dit combien? Moi, j'ai dit 12. 12? Eh bien, pas du tout. On est à 61 embouteilleurs différents. Voilà, j'ai dit 50, attention. Hein. Oui, 50, c'est pas 61, arrête un moment aussi, merde. Oui, mais c'est déjà plus que 12. C'est vrai, 61. Et je m'appelle pas Carotte. J'ai la liste devant moi. Alors, parmi ces 61 embouteilleurs, on compte bien sûr pas mal de boîtes connues. Bon, Vélier tout d'abord, Bristol Spirits, 1423 World Class Spirits, Rattray, Mooningport, Cadenet, Compagnie des Indes, etc. Et puis aussi des trucs un peu moins connus. Alors attendez, comme il y en a beaucoup, je vais essayer.
de vous trouver un truc Whisky Kruger. Voilà. Ah, Whisky Kruger, bah ça vient de chez Bristol. C'est une tuerie, ce truc-là. Voilà, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui connaît. Et puis après, on a également pas mal de marques de whisky, d'embouteilleurs de whisky qui ont embouteillé des Caroni. Ouais. Et du coup, la liste devient très très longue, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré des fûts chez Bristol et ils les ont embouteillés. Alors, je parle de Kintra, bien sûr, il y a Berry Bros, etc. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Et ça fait donc 61 différents. Ouais. On a vu pas mal de trucs aussi, embouteillage asiatique, alors principalement japonais, mais... Ouais, Shinoya, on a sorti. Exactement, ouais. Et puis, il y a eu pas mal d'embouteillages danois également. Ah oui. Danois, allemands, français, bien évidemment. Rome de luxe, dernièrement, qui a sorti à Caron. Exactement. Voilà. Donc après, je n'ai pas le nombre de références, mais j'ai le nombre d'embouteilleurs. Après, le nombre de références, je pense que si quelqu'un veut s'amuser à tous les collectionner, bonne chance. Il y en a 62, très exactement. Troisième question. Alors pour l'instant, on est 0 au niveau des points. Franchement, les gars, c'est pas top. J'ai dit 19, j'étais pas prêt. C'est bon. Ah d'accord, ok. J'ai au moins 2 points. Il a un demi-point, Roger, il a dit 60. Il a 2 demi-points parce qu'il a été 2 fois le plus proche. Voilà. Donc ça fait 1 point. Allez, on donne 1 point à Roger. Troisième question. Quel est le degré d'alcool le plus élevé qu'un embouteillage Caroni ait eu à sa sortie jusqu'à présent? Caroni 82 à 77 watts, un truc comme ça. Quelqu'un d'autre? Je sais pas, je vais tenter dans les 80. 80, ouais. 80, ça n'existe pas. Je sais pas, je dis ce que je veux. Hein. Ah bah oui, tu peux. Monsieur Caroni a l'air très au courant, effectivement. Moi, je dis 79. C'est Vélier 82, un de la série des 5 HTR, donc les Heavy Trinidad Rum, qui est sorti à 77,3%. C'est un single casque. C'est ça. Chaud, lui. C'est ça. Monsieur connaît bien son rhum, à ce que je vois, c'est très bien. On le débaptise. Hein, il s'appelle pas comme ça pour ça, pour rien. Voilà, ouais. C'est ça, il connaît. Quatrième question, et là, je pense qu'il y a très probablement que lui qui va pouvoir y répondre également. Il y a eu récemment l'embouteillage Tasting Gang, que tout le monde connaît. Tasting Gang, dont notre cher Roger Caroni fait bien évidemment partie, et embouteillage qui a donc été sélectionné durant la fameuse Caroni Cérémonie qui s'est déroulée à Cognac. À Cognac l'année dernière. Et donc, sur cet embouteillage, on a une étiquette avec une photo qui regroupe tout le Tasting Gang avec Luca Gargano. La question est tout simplement, combien de personnes sont présentes sur cette photo? Attention qu'il y a 2 personnes qui sont cachées derrière 2 fûts. Ça, je sais pas. Celles qu'on voit, les personnes qui sont sur la photo. Je dirais 20, parce qu'il faut rajouter Thierry Benita, Luca Gargano. Est-ce qu'on n'est pas à 22 en tout? Sur la photo, hein. Quand tu dis il faut les rajouter parce qu'ils ne sont pas sur la photo? Oui, il faut les rajouter par rapport au fait que moi je réfléchis au nombre de personnes qui étaient invitées. J'ai dit combien de personnes y a-t-il sur la photo? Eux n'étaient pas invités, ils invitaient. Non, mais ça, ils sont sur la photo. Et Cyril qui étaient cachés derrière des fûts. Donc je dirais 23 parce qu'il me semble qu'on était 23 en tout. J'ai Laurent, un chiffre? Sur la photo, j'ai pas l'impression qu'il y en ait autant. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait 23. Hein. Moi, je dirais sur la photo, je dirais allez 20. Ouais, mais si je pense que c'est pas loin, je dirais 21, 22, ouais. Eh ben, la bonne réponse est 22, Luca compris. D'accord. Ah oui. Voilà, on voit 22 personnages, 22 visages sur la fameuse photo de l'embouteillage Tasting Gang. Donc il en manque qu'un alors. Donc Luca Gargano plus 1. Est-ce que tu as vu où était le visage de Nico Romlover? Oui, je les ai comptés, j'ai agrandi l'étiquette autant que tu veux. Je les ai. Ah, ok. Voilà. Bien évidemment, j'ai préparé ce quiz comme il le faut. Donc il y a exactement 22 personnes présentes sur cette fameuse photo. Dernière question, et c'est là que ça va devenir un peu plus technique, mais Roger a déjà répondu en partie à la question. Quel est le plus ancien millésime de Caroni qui a été mis sur le marché par un embouteilleur indépendant? 69. D'autres réponses? Ou 59 chez vous, je sais pas. 59. C'est bon ça. 69, c'est là, il y a un truc qui est passé récemment, là, mais je sais pas. Il y a une photo qui est passée d'une très vieille bouteille, là, récemment, mais... Non, je sais pas. Je connais un Moon Import de 69. Après, je pense que c'est le plus vieux, maintenant. Je sais pas, j'avoue, j'en sais rien. Alors, il y a bien évidemment le Moon Import de 69, mais avant ça, Moon Import avait déjà sorti
2 autres Caroni, un en 67 et un autre, le tout premier, en 61. 61. C'était un Mooneyport Caroni 61. Effectivement, c'était le tout premier millésime Caroni sorti par un embouteilleur indépendant. Voilà. Alors, je pense que c'est très certainement passé inaperçu. Et si aujourd'hui on trouve des bouteilles, ça doit valoir 2 reins et 3 poumons. Mais voilà. Donc c'était 1961. Alors ça n'empêche que c'est notre cher Roger Caroni qui gagne la manche avec 2 points. Ouais. Félicitations. Bravo. Donc le Caro Rabatz 3 de Jerry, je peux enfin l'avoir. Pas en même temps, un après l'autre. Je dis le Caro Rabatz 3 de Jerry, je peux enfin l'avoir. La fois passée, j'ai pas gagné. Donc voilà, c'était tout pour mon quiz. On peut revenir. Alors justement, je voulais également aborder un peu le côté. Comment est-ce qu'on peut considérer l'avenir, si avenir il y a, de Caroni justement. Alors on sait qu'il y a eu encore tout un tas de fûts à cognac quand vous y étiez durant cette Caroni cérémonie. Il y a eu votre embouteillage et puis après de Last Caroni. Et le reste, on en fait quoi? Est-ce qu'on a une idée? Le reste, ça va être des blends. Il va continuer la série Employees, avec à chaque fois une étiquette qui représente un employé, un ancien employé de chez Caroni. Alors j'ai failli vous sortir la question justement de me citer tous les noms des employés sur les employés Caroni. Ouais, bien sûr. C'est plus chaud, c'est plus chaud. Je pense qu'il doit encore en sortir 12, mais c'est 2 par an, donc il y en a encore pour 6 ans. Et puis le reste, on a justement un cognac avec les copains quand on était sur place. On a dégusté l'ensemble des 140 fûts à 23, sinon on serait toujours en train de dormir. Et de cela, on a mis sur le côté 13 fûts qui nous semblaient beaucoup plus aptes à être embouteillés en tant que single cask. Et ceux-là vont sortir dans le futur. Maintenant, Lucas m'avait dit qu'il n'en aurait pas cette année. Donc c'est peut-être pour les années prochaines et ce sera des single casques, je pense, qui sort en partenariat avec des clients comme il avait fait pour Whisky Antique, Netcar, Kirsch et tous ces gens-là. Donc après le futur Caroni, il est déjà fini parce que les fûts tous les Caroni ont été sortis des fûts chez Vélier. Donc ils vieillissent plus en fait. Ils sont en Dame Jeanne ou en cuve inox. Donc les vieillissements ont été stoppés pour garder le 100% continental. Et pour le reste des stocks, c'est chez Bristol, mais là, il n'y a aucune vision de ce qu'il lui reste. Je pense qu'il en reste quand même pas mal. Il nous a sorti un 99 cette année et quelques single casques, dont un pour l'Allemagne, chez Aromex, et en Belgique pour Hubert Korman. Donc, il a encore des stocks, mais on ne sait pas du tout le volume, en fait. Donc, c'est ça. Donc je pense que ça va encore durer, je dirais 10, 12 ans, quoi, ouais, c'est pour ça. voir des Caroni. Après, il n'y aura plus de Caroni vendus parce que tout Qu'est-ce que tu viens de dire là? Il n'y aura plus de Caroni. Après cette émission, les prix vont encore augmenter de 10% par jour. Juste à cause de ça. Ça va quand même augmenter. C'est son héritage, il le travaille. Par contre, il y a un truc sur lequel que tu disais sur lequel je voudrais revenir parce que c'est intéressant. Moi, ce que j'avais compris et tu vas pouvoir confirmer ou pas, c'est que justement le Tasting Gang, qui est un blend, c'est un peu ceux que vous aviez justement pas sélectionnés pour être mis en single cask. Non, du tout. En fait, le Tasting Gang, il a appelé ça pour faire une cuvée hommage en fait à cette journée. Donc, de façon très très gentille, il a mis une photo de groupe dessus. Mais c'est un blend que lui a confectionné lui-même à partir de X fûts. Je pense qu'il y a une vingtaine de fûts. Mais on n'a rien à voir avec l'assemblage en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. C'est ce que nous, la seule chose qu'on a fait, mais c'est déjà pas mal en une journée, c'est goûter 140 fûts et trouver les 13 meilleurs, en fait. En tout cas, les 13 que nous, on trouvait les meilleurs à ce moment-là. Donc, le Tasting Gang, on n'a rien à voir là-dedans, hormis le fait qu'on a notre super photo dessus, et ce qui est quand même pas mal pour un fan de Caroni d'avoir sa gueule sur une bouteille. Quoi. Donc, j'avoue. C'est sympa, ouais. On a vu pire, quoi. On a vu pire, en effet. Et la prochaine fois, Benoît, tu nous feras un petit quiz sur la distillerie de la Poussette, parce que là, je peux dire que je la connais bien. Avec plaisir, avec plaisir. De l'eau de Quetch, c'est ça? De Coin. De Coin, pardon. Ouais. Un truc qu'on n'a pas trop évoqué, rapidement par-ci par-là, c'est la typicité des Caroni. Alors, ce qui est rigolo, moi je trouve, c'est que je sais pas d'ailleurs. Est-ce qu'on sait maintenant d'où ça vient?
je crois qu'on a entendu plusieurs trucs. On a entendu. C'est ça. Fabrication, oui. Sol très sulfureux pour la canne. Beaucoup de versions. Je pense que c'est un peu rock'n'roll aussi sur place. Hein. Des fûts plus que carbonisés, on a entendu aussi, un peu. Ouais. Et puis les fûts étaient à l'abandon. Hein. C'était pas non plus. Quand ils ont été découverts en 2004-2005 pour la revente, ils étaient là, mais je pense pas non plus qu'il y avait. C'était pas naissant. Enfin, je veux dire, ils passent pas tous les jours devant ces fûts pour voir s'ils vont bien. À mon avis, c'était un regard, tout était là et puis on attendait. Donc, c'est clair. Un peu en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que bien que ça ait cette typicité, et c'est pour ça que c'est connu, ces notes qu'on retrouve pas trop ailleurs, ceux qui ont le plus de succès, en tout cas, alors je parle pas de valeur pécuniaire, mais en tout cas dans le cœur des gens et dans le palais des gens, c'est vraiment ceux qui justement n'ont pas trop ces notes. C'est vraiment ceux qui vont être beaucoup plus sur les fruits tropicaux, sur le côté gourmand, et avec peut-être une petite pointe de justement pétrole, caoutchouc et tout ça. Et c'est rigolo au final, parce que justement, ce pourquoi c'est connu, c'est pas ce qui fait son succès gustatif. Il vient de faire une description du papalin, en fait. Non, mais si fallait faire une description du cavage, je dirais juste c'est dégueulasse. Ça va si on parlait du papalin. Voilà. mais oui, t'as raison. Non, mais c'est ce qui est moi, je suis le premier. Laurent, c'est ce qui est plus apprécié après coup, mais au départ, les gens qui aimaient le Caroni, ils aimaient bien ce côté goudron, asphalte, pétrole, les premiers amateurs. Attention qu'un truc important, les Caroni. Quand tu ouvres un Caroni, tu viens d'acheter la bouteille, tu es tout content, tu l'ouvres, bon, c'est de moins en moins ça, mais il y a quand même des gens qui ouvrent leur Caroni. Quand tu te sers le Caroni, il faut savoir que le premier verre que tu vas te servir, ça va quand même pas être terrible. C'est quand même des spiritueux qui évoluent très bien avec l'oxydation en fait. Moi par exemple, mon Caroni 12 ans, il me reste encore un petit fond que je garde précieusement parce que maintenant c'est beaucoup trop cher. Mais la première fois que j'ai goûté ce truc-là, c'était quand même un peu rude, quoi. Je veux dire, il est quand même très typé hydrocarbures. La bouteille arrivée, il n'y a plus qu'un tiers dedans. C'est magnifique, hein. C'est de la banane verte. C'est très gourmand, c'est très rond. Donc, c'est quand même des alcools qui évoluent très bien avec le temps, qui vieillissent bien une fois la bouteille ouverte. Et donc, les gens oublient peut-être ce côté un petit peu trop typé. Parce que c'est vrai que pour avoir goûté quand même pas mal de Caroni, tu as quand même beaucoup de Caroni qui sont sur le fruit en fait. Ils sont beaucoup sur les fruits tropicaux, le caramel un peu brûlé, ok, mais c'est pas toujours que la soupe de goudron, parce que c'est le genre de truc qui ressort un petit peu parce que c'est atypique, tu t'attends pas à ça non plus. Et d'ailleurs, c'est ce que Richard Steele nous avait dit au Salon du Rhum en goûtant un Caroni Replica, et il nous avait regardé, ça c'est justement ce qu'on essaye d'éviter, tu vois, donc il parle quand même un peu de défauts. Après, chez Forsberg, ils sont un peu trop propres des fois, donc je veux dire, c'est un peu les deux extrêmes, il y en a un qui est trop clinique et l'autre qui est trop brouillon, mais une fois un Caroni bien oxydé, tu retrouves quand même un truc quand même très, très gourmand et très fruité, enfin, je trouve. Mais donc, c'est ça le souci aussi, par rapport, tu en as parlé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas quel goût a le Caroni en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont d'ailleurs beaucoup de bouteilles très certainement et qui ne savent pas quel goût ça a. Oui. Parce qu'aujourd'hui c'est plus un objet de valeur finalement qui va servir à échanger ou à vendre et à faire de l'argent. Et un certain nombre de personnes qui détiennent ces bouteilles ne savent pas quel goût ça a, tout simplement. Malheureusement, nous, on a eu la chance de pouvoir acheter des Caroni à 30, 40, 60, 90 euros. Je ne sais pas si c'est malheureusement, mais oui, très certainement. Malheureusement pour eux. Ah, pour eux, oui. Okay. Oui. Évidemment, le type qui est arrivé dans l'univers, entre guillemets, Caroni il y a 2 ans, son premier Caroni, il a payé 250 boules, quoi. Donc, je veux dire, c'est compliqué, quoi. Donc, souvent, les gens essaient de trouver un petit sample. Les samples, c'est souvent venant d'une bouteille fraîchement ouverte. Donc tu te le vides, mais t'as peut-être pas, tu sais pas que le truc va évoluer dans le temps, donc tu goûtes et tu dis oui quand même. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de bouteilles qui sont pas ouvertes, pour le placement, et 2 parce que le seul truc qu'ils ont peut-être goûté, c'est un petit sort d'une bouteille fraîchement ouverte qui n'est pas toujours représentatif de ce que le Caroni va être dans X mois, quoi. Alors ok, on est d'accord, on n'achète pas une bouteille pour l'avoir dans X mois, mais bon, là on est quand même sur des alcools qui sont quand même souvent très hauts en degré. C'est aussi une culture de dégustation qui est différente que certains rhums agricoles qui vont être dans les plutôt 40, 50. Ici, quand tu reçois un Caroni qui est à 60, ça se déguste pas totalement de la même façon non plus, quoi. C'est mon avis, après. Voilà. Non, mais t'as raison. Par contre, sur ces bouteilles
qui sont vraiment très hautes en degrés, hyper concentrées, ouais, l'aération leur fait du bien, sans aucun doute. Par contre, c'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire, parce qu'on l'a vu aussi sur certains Demerara, aussi de chez Vélier. Par exemple, je pense au Diamond 99, le S, qui est pas à mon goût, on va dire ça comme ça, parce que c'est très bien. Hein. C'est ça. Et du coup, c'est ce que j'entends. Et quand j'entends des gens qui disent ah bah là, ça y est, il commence à être bien. Ça fait 2 ans que je l'ai ouvert. Alors t'as raison, tu vois, il faut prendre le temps et tout ça. Par contre, je vais pas commencer à ouvrir des bouteilles pour les boire dans 2 ans après. Et enfin, tu vois. C'est la fin du vieillissement continental. En fait, c'est un nouveau concept. Double vieillissement, mais bouteille ouverte. Ouais. Mais c'est vrai que tu n'as pas ça avec un Dillon Single Cask 2003 à 43, quoi. Tu l'ouvres, boum, il est bon. Ouais. Par contre, il va peut-être avoir du mal, lui, si tu le gardes 2 ans en bouteille. C'est un peu, voilà. Ouais. Mais tu vois, je pense que c'est vrai pour ces single cask, enfin juste ces très hauts degrés, très concentrés. Mais par exemple, parce que je la vois, là, elle est en face de moi, le Saint James Confrérie, pour moi, c'est un peu pareil. Tu vois, clairement. Hein. Gagne vraiment. Mais c'est parce que c'est un peu. Alors, c'est pas le même profil, mais il y a des points communs, surtout au niveau de la concentration. Oui, c'est très concentré. Exactement. Et je pense que c'est vraiment tous les rhums très, très concentrés, comme ça, presque épais d'une certaine manière, qui vont bénéficier de l'aération, c'est sûr. C'est ce que disait Roger. Donc, c'est une façon différente de déguster ce type de rhum. Quoi. Ouais. Oui, il faut vraiment les absorber. Je disais la même chose ce matin à un caviste qui était de passage à Paris. On parlait et effectivement on était d'accord de dire qu'il fallait vraiment prendre son temps pour le déguster. Je me demande si je sais pas si vous avez eu l'occasion, je crois que Roger, toi tu l'as eu, les autres je sais pas, de goûter le SBS The Beast. Ah bah c'est vraiment pas bon. À mon avis, il faut bien 15 ans avant qu'il devienne bon, lui. Bah tu vois, je me demande, est-ce que celui-là, à un moment, il devient bon, quoi, ou c'est juste... Non, alors c'est comique parce que je discutais avec Joshua de chez SBS, qui était au salon du rhum à Spa, pour la petite histoire. Et lui aussi, il trouve ça très mauvais. Mais par contre, il dit, nous, on a le moins bon Caroni au monde. Et c'est une petite fierté. Mais c'est vrai que ce truc-là, c'est juste immonde. C'est du jus de bois, c'est du jus de je sais pas quoi, ça ressemble à rien. C'est très beau parce que c'est noir, hein, on voit rien à travers. Mais c'est juste pas bon. Par contre, ça coûte un pont, hein, c'est 300 boules, là, ce truc-là. Hein. C'est un truc à avoir pour la collection, en fait. Voilà, c'est se dire, voilà, c'est le pire Caroni au monde. Alors, tu peux te targuer d'avoir le plus dégueu. C'est un style. Voilà, de toute façon, je pense qu'il est parti du principe que personne n'allait goûter et qu'ils allaient l'acheter pour le revendre. Voilà. Ouais, malheureusement, il y a des gens, ils ont goûté. Eh oui, je confirme. Mais oui, j'ai eu un sample de ce truc-là, et quand tu vois le sample arriver, tu te dis, waouh, ça va pas aller, ça. Après, il s'appelle pas de Beast pour rien. Hein. Mais pour les curieux, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'en ai goûté un qui m'a beaucoup plu, là, il y a pas longtemps, de chez le fameux embouteilleur belge. Que tu as goûté aussi, Roger. Je ne sais pas si tu avais fait une note. Pour le Corman, une note dessus. Pour, non, le Rasta Maurice. Oui, j'avais fait une note. Il est très très bon, hein, son Caroni. Très bien. Il est vraiment très bien. gourmand. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime chez Caroni, de toute façon. Alors, ce qui est comique, c'est qu'il a commencé avec ça, lui. Un Caroni à Foursquare. Ouais. Bon, après, il avait déjà un pied dans le whisky, donc il avait déjà un nom. Donc, parce que normalement, quand tu vas à Caroni, souvent les brokers ils disent ok, tu me prends un Caroni, mais le fût de rhum de Brésil là que je vends plus depuis 15 ans, tu vas me le prendre en même temps et tu vas me prendre un Baileys que personne ne veut aussi. C'est souvent un peu comme ça que ça marche quand tu vas à Caroni. Lui, je pense qu'il a eu accès tout de suite au Caroni de par ses contacts aussi dans le milieu du whisky. Ouais, c'est Rasta Maurice où il est quand même déjà établi depuis quelques temps. Oui, il fait des belles choses. Donc, Parfait. Ben voilà. Avant de terminer, avant de clôturer cette émission, Laurent, un dernier conseil dégustation pour cet été ? Bah ouais, justement, avant qu'on ne se sépare et qu'on se retrouve à la rentrée, un petit conseil tout bête, mais qui est tout simplement prenez du plaisir. Et ça peut paraître idiot, mais parce que évidemment chaque personne est un peu différente et c'est pour ça qu'il faut trouver les propres sources de plaisir qui vont nous faire fonctionner. Mais parce que prenez du plaisir, ça peut être bien sûr buvez ce que vous aimez, dégustez ce que vous aimez, mais il y a aussi le côté parce que moi je parlais de Caroni tout à l'heure, de ce premier Caroni que j'avais acheté que j'avais pas aimé, mais je l'ai quand même pris
parce que ça m'enrichissait, moi. Je parle pas de revendre de la bouteille, hein, elle est bu depuis longtemps, mais ça m'enrichissait de connaître ce profil, de pouvoir y retomber, de le faire découvrir à des gens. Et donc, bien que je l'aimais pas tant que ça me procurait du plaisir, attention, intellectuel. Et du coup, vraiment, chacun peut, par des découvertes, par des partages, par des dégustations dans son coin, par des comparaisons, par des face-to-face, par plein de choses qui peuvent augmenter et décupler le plaisir que le rhum peut procurer. Donc voilà, c'était ça mon petit conseil du soir. Ouais, c'est très important ce qu'il a dit, Laurent. C'est pour ça qu'il faut arrêter de lire les blogs qui donnent des notes de dégustation, parce que il faut les lire après. Il faut les lire après. Voilà. Mais ce que dit Laurent est très vrai. Moi, j'ai eu la même expérience avec un rhum agricole japonais que j'aimais pas du tout au départ, et puis je me suis dit il faut quand même que j'arrive à le dompter, quoi. Et donc je l'ai regoûté plusieurs fois jusqu'à en trouver, certes, intéressant, sans aimer. Ouais, c'est ça. Bon, alors voilà, après, chacun a sa patience et son intérêt pour ce genre de découverte, mais voilà, prenez du plaisir cet été, les amis. Ben voilà, merci beaucoup pour ce dernier conseil dégustation de cette saison. C'est sur ces quelques mots qu'on va terminer donc cette première saison du Single Cast. On a fait 6 mois qui étaient plutôt bien, je pense, et on va vous retrouver à la rentrée avec pas mal de surprises, une surprise de taille même, je pense. Ouh là là. En tout cas, on en reparlera en septembre pour vous faire découvrir tout ça. En attendant, on vous souhaite un agréable été, de bonnes vacances, faites attention à vous, restez en bonne santé, essayez de voyager mais pas trop loin. Et puis voilà, messieurs, moi aussi je vous souhaite d'agréables vacances. Toi aussi, Benoît. Ouais, de même, soyez quand même prudents, respectez les consignes de distanciation, etc. quand il faut. Ouais. Parce que même si on est en vacances, il faut faire attention. C'est ça, et puis buvez du rhum, quoi. Voilà. Et prenez du plaisir. Exactement. De façon générale, on est là pour ça. Oh bah ça va, dis donc. Hein. Et sinon, vous pouvez concept, écouter ce podcast, donc le Single Cast, et tous les épisodes précédents sans modération sur iTunes, Spotify et YouTube. Voilà. Chers amis, on se retrouve à la rentrée. Je vous dis au revoir. Au revoir à tous. Au plaisir. Ciao. Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois. Toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify.